D'orientation ayant pris fin, de nombreux jeunes bacheliers sont en effet ils n'ont pas trouvé où débuter leurs études supérieures. Le recteur a cependant rappelé l'existence de 11 000 places toujours vacantes sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ont également été abordés le dédoublement des classes ainsi que les nouvelles classes et la mutation des professeurs. C'était votre actualité Val d'Oisien. Merci beaucoup Jérémy, à tout à l'heure, 12h10 pour d'autres actualités proches de chez vous. Dans un instant, le bar de l'économie avec Florence Sueur. Elle reçoit de nombreuses invités, que des femmes aujourd'hui, 9h03 sur le FM Radio Anguin. Très bon week-end, n'oubliez pas le forum des associations demain à Anguin-les-Bains. Une partie de votre radio sera présente. Oui Florence, que se passe-t-il? Bonjour. Donc vous serez peut-être demain au forum des associations, je ne sais pas en tout cas. Moi je suis au salon du meuble. Oui, puis moi aussi je serai autre part, mais de toute façon il y aura une petite partie de l'équipe de la radio qui sera en plein cœur de ville pour le forum des associations en Anguin-les-Bains. Très bon week-end. Il faut venir nous voir parce qu'on fête nos 35 ans cette année. Tout à fait, bien sûr. On le rappellera de toute façon à plusieurs reprises. Florence Sueur, c'est tout de suite le bar de l'économie. Très bon week-end sur la radio du bien-être. C'est très chaud, ça vous dérange pas d'ouvrir les fenêtres, hein, s'il vous plaît? Parce que là, on va mourir de chaud. Vous avez bien chauffé la salle, tous? Ça fait rien, ça ne nous dérange pas. C'est la vie, le bruit. Ça fait un peu de bruit qu'on a. Ah non, mais... Ça, c'est mieux. Je vais mettre le ventilo à vos pieds. Par contre, il faut voir près du micro. Voilà, voilà. Oui, parce que la pointe, elle est vraiment au milieu. D'accord. La mousse, là, ça vous ne voyez pas à cause de la mousse, mais voilà. Donc ça y est, on est en direct via Facebook, donc on est en vidéo. Bonjour à tous, nous voici pour 90 minutes d'infos économiques dans la bonne humeur avec nos invités que voici tout de suite. Harmonie Altinier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes la fondatrice de Coena, société de conseil de formation et d'innovation spécialisée en accessibilité numérique. Nous allons expliquer les services que vous proposez, bien sûr, mais nous allons surtout évoquer la nouvelle norme de codification des sites web, le RGAA, un nom encore un peu difficile, mais ça veut dire le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. À vos côtés, Sophie Crespi, bonjour. Vous êtes la directrice du CESI, le groupe d'enseignement supérieur en alternance et de formation professionnelle, présidé par Laurent Mailleux, secrétaire général ou ancien secrétaire général de la CFDT Cadre. Avec vous, deux sujets. Votre institut et la réforme professionnelle, la 5e, dont on dit qu'il se serait un budget de 32 milliards. Car vos écoles ou votre école s'appuie sur 25 campus en France, plus de 22 000 étudiants, apprentis et stagiaires par an, 1000 collaborateurs salariés et plus de 2600 intervenants experts. Ça va être très intéressant. Bonjour à tous. Merci Sophie. Bon, vers 9h50, nous aurons la chronique immobilière de Larissa Minoff. Et ensuite, une nouveauté au bar de l'économie. Nous initions une nouvelle rubrique qui sera installée tous les vendredis, un spécial Europe, des infos et des interviews européennes pour vous aider à comprendre l'Europe avec notre nouveau partenaire Euractiv. Aujourd'hui, après les infos européennes, nous vous proposerons l'interview de Didier Lebret, diplomate français. Il fut successivement directeur du Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur en France en République d'Haïti et coordonnateur national du renseignement français avec une spécificité, celle de rassembler pour la première fois le renseignement intérieur, extérieur, militaire et antifraude financière aux côtés directs du président de la République, l'ancien président de la République. Voilà, c'est Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui l'interviewe sur cette fonction particulière et ce sera vers 10h. Pour la petite histoire, Didier Lebret est marié à Mazarine Pinjot, la fille de l'ancien président François Mitterrand. 90 minutes donc passionnantes, alors que vous pouvez suivre en FM, je vous rappelle, 98.0, par internet sur idfm.fr ou en direct en vidéo live via notre page Facebook IDFM Radio Anguin. On revient dans quelques minutes après notre premier titre, notre premier artiste. Je suivais votre... Je pensais que vous l'aviez.
Pas très grave, on peut le faire à la prochaine pause musicale, ça vraiment. Non, faut que j'aille à la maison chercher, je l'ai pas. Ah, Faut trouver un. il y a un petit problème. Bon, alors attends, il y a un gros problème. Non, mais ça va, j'habite à 5-7 minutes à pied. Qui va animer la radio pendant. De confiance. Voilà. Bon, bah j'ai plein d'infos. Non, bah ça va pas. Comment on va faire? Ou alors, il faudrait que quelqu'un lise mes infos à ma place, là. On peut pas passer l'interview d'hier sur la RH ou. Ah non, ça va pas. J'ai oublié mon disque externe ce matin. Je vais lire les. Ah, tiens, faut filer pour. Je sais pas si j'ai claqué. Mais vraiment. J'ai pas compris. Vous avez oublié votre disque dur, on passe. Ouais, puisqu'on a- passé hier. Vous avez fait un séquençage? Oui, mais pour la première. Pour la première table ronde. Ouais, mais alors c'est pas du tout ce que je viens d'annoncer au micro. J'ai combien de temps C'est combien de temps que. pour la fin de la pause? 7 minutes apparemment. Non, 1 minute là, il reste. Il reste 30 secondes. 30 secondes, même pas. Je vais en passer un autre titre Je bientôt. peux pas dire quelque chose à la radio, je ne peux pas le dire. Il faut Oui, que je c'est le pas possible. Alors c'est qui sont les On interviews voit qui au sont prochain prêtes? titre. Au moins au prochain titre. Non, il n'y a pas de prochain titre, après on enchaîne, parce qu'à 9h50 c'est Larissa, donc il n'y a pas de choix. Oui, il faut sinon qui des trois d'hier est prêt? Que vous avez prévu, que vous avez coupé. Vous avez dit toute la table ronde 1. Tu sais quoi? Je vais envoyer un autre titre pour dire le temps qu'on. Non? Si. Non, je vais donner 2-3 infos. Allons-y. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, Quentin? Bon, reprenez l'antenne. Allez, allons-y. Voilà, nous voici de retour après, vous avez reconnu donc Maître Gims et Vianney pour la même. Alors, notre choix d'infos à retenir, eh bien, tout d'abord, c'est l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale serait-elle verrouillée? Et oui, hier, je vous annonçais le nom des candidats pour le perchoir, dont celle de Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, qui avait annoncé sa candidature hier matin sur RTL en insistant sur le besoin de renouveau. Et bien 6 heures plus tard, elle annonce y renoncer. Elle aurait reçu un coup de fil du président lui reprochant son travail sur la réforme des institutions. On sait que Richard Ferrand, depuis 20 ans en politique, est le favori du président de la République. Alors, une femme au perchoir, eh bien ça ne sera sans doute pas pour demain. Autre info, le salaire des cadres enregistre leur plus forte progression depuis 6 ans, soit 2,7% sur l'année 2017, selon le baromètre d'Expectra, sur la base de 77 000 fiches de paye. 4 métiers affichent de belles progressions: chef de projet web marketing, responsable des études, ingénieur BTP et ingénieur maintenance. Le salaire annuel médian d'un cadre est de 44 720 € annuels. Alors, qu'est-ce que le salaire médian? Vous me direz, eh bien, c'est la limite à laquelle la moitié gagne plus et l'autre moitié gagne moins. Alors, peut-être que nos invités veulent commenter. Sophie Crespi. Oui, ça confirme qu'il y a une vraie embellie sur l'emploi des cadres et une vraie tension sur le marché. Je ne suis pas du tout étonnée, ça rejoint une étude de la CAC très récente qui explique effectivement que toutes les entreprises aujourd'hui recherchent des managers. Voilà, et donc il faut se former pour pouvoir devenir manager. Autre info, eh bien, c'est une entente, perquisition chez Schneider Electric et Legrand. Et oui, c'est pas l'entente à laquelle vous pensiez. 12 perquisitions ont été menées jeudi dans 4 entreprises de matériel électrique. Les groupes sont soupçonnés d'entente illicite sur les prix. Les entreprises Legrand et Schneider et leurs distributeurs Rexel et Sonepar ont été l'objet de 12 perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte le 7 juin dernier, selon plusieurs médias. Cette information judiciaire a été ouverte après des signalements reçus en avril dernier de l'autorité de la concurrence et de l'agence française anticorruption. Ils sont accusés d'entente illicite, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, corruption d'agents privés et corruption d'agents publics.
Ce système permet de contrôler les tarifs finaux pratiqués par les distributeurs et de tirer les prix vers le haut. Comment faisait-il? Eh bien, l'industriel fixe des prix de gros élevés qui ne permettent pas aux distributeurs de gagner correctement leur vie et en contrepartie, l'industriel leur accorde pour chaque marché un prix dérogé, c'est-à-dire une autorisation de vendre moins cher au client final. Puis le fabricant verse de l'argent aux distributeurs sous forme d'avoir pour compenser leur perte de marge. Voilà, autre info, malheureusement c'est le conflit au Crédit Mutuel. Apparemment une guerre interne entre plusieurs régions et les syndicats s'inquiètent à juste titre pour l'emploi. L'intersyndicale du groupe Crédit Mutuel a annoncé avoir déclenché un mécanisme interne en vue de préserver l'emploi en cas de sortie du Crédit Mutuel Arkea de l'ensemble mutualiste. Le projet du Crédit Mutuel Arkea de quitter le groupe Crédit Mutuel devra surmonter nombre d'obstacles réglementaires et politiques. Autre info, c'est une courte majorité de Français pour la dégressivité des allocations chômage. La réforme de l'allocation de l'assurance chômage est un des dossiers les plus chauds du gouvernement en cette rentrée et les Français semblent plutôt favorables à ce projet. Pour 6 Français sur 10, l'assurance chômage actuelle fonctionne mal. C'est donc encourageant pour la future réforme que doit proposer le gouvernement. Le principe de dégressivité est également souhaité par le MEDEF pour inciter au retour à l'emploi. Une proposition que n'écarte pas la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. En 1986, c'est Pierre Bérégovoy qui a instauré ce principe. Il reste en vigueur 15 ans avant que Lionel Jospin ne décide d'y mettre fin. Éric Heyer, économiste à l'OFCE, explique que cela pousse un chômeur à reprendre n'importe quel type d'emploi, souvent des emplois qui ne sont pas au niveau de sa qualification. En termes de chômage, cela ne fait rien et en termes d'assurance chômage, cela ne change pas grand-chose non plus, dit-il. Voilà, bien sûr, les syndicats se sont exprimés contre. Autre info, c'est un milliardaire colombien qui acquiert une partie du prestigieux château Pétrus. L'opération a été réalisée en toute discrétion, selon les Échos. La famille Mouex, propriétaire du célèbre château Pétrus à Pomerol, a cédé 20% du capital du vignoble à Alexandro Santo Domingo, un milliardaire donc d'origine colombienne. C'est un coup de tonnerre, bien sûr, au sommet de la hiérarchie du vin. Propriétaire du prestigieux château Pétrus à Pomerol, l'un des crus les plus recherchés au monde, la famille Mouex a, selon les Échos, cédé 20% des parts. Et ce monsieur, Alexandro Santo Domingo, se retrouve à la tête d'un vaste conglomérat qui, en Colombie, est notamment acteur du brasseur belge-brésilien ABIN Bev, et il a absorbé aussi son concurrent britannico-sud-africain, Sam Miller, en 2016. Voilà, autre info, c'est que la dette publique n'est pas identifiée par Macron comme étant un problème primordial. Professeur d'économie Charles Wipp-Loz juge que la France n'est pas partie pour vraiment réduire sa dette publique. Il estime que nous entrons dans une zone dangereuse. La dette publique approche les 100% du PIB, sans oublier, comme je vous le disais au printemps, que la SNCF, la reprise de la dette SNCF, va faire encore grimper notre dette française. Voilà, dernière info du jour, c'est 2 événements culturels que je voulais vous signaler. La sortie bien sûr de l'album posthume de Johnny Hallyday, et ça je pense que Christophe dans sa matinale va vous en reparler, le 19 octobre prochain, et la venue sur Paris, au Théâtre de Paris, d'Al Pacino pour deux jeux sur scène, avec une vente exclusive des billets sur vente privée, et ça commence, je pense, mardi prochain. Voilà, on va tout de suite partir pour une nouvelle pause musicale. Je vous propose Imagine Dragon avec Whatever It Takes. Je vous ai mis les minutages avec ce qui est prêt. Ouais, ok. Vous allez passer un des... Bah oui, mais... Léo Michel. Léo Michel. Non, on va passer Jean Guinel, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et du coup, j'ai pas préparé les lignes d'introduction. Je sais qu'il est journaliste. Pardon? Il y a Ward sur Story, je crois. Non, tout est dans mon... Ah non, mais les Je vais pas écouter. Ah, mais je les ai pas mis sur les documents. Bah si. Avec les séquençages après, écrit pour moi ou truc. Oui, mais c'est d'autres séquençages. Ok. Bon, bah voilà. Voilà ce que c'est d'avoir oublié. C'est malin, c'était super intéressant. Et...
c'est pas grave, hein, tant pis. Ça tombe bien, j'ai préparé plein d'infos, donc c'est parfait. Donc, voilà. Ok. Vous vous souvenez de la première phrase ou vous voulez que enfin, De quoi? du dîner? Ah non, non, je m'en souviens pas du tout. Mais c'est pas grave. Pourquoi vous voulez que je me Vous savez de quoi il parle? Ah oui, bien sûr que je sais de quoi il parle. Non, mais je veux dire, la question qui a été posée. Ah non, ça je sais, quand même. Justement, on parle, c'est la fameuse table ronde sur la défense européenne. L'Europe peut-elle nous protéger? Et donc, non, parce que là, je ne peux pas vous laisser parler toutes les deux toutes seules. Sinon, ça va pas. Ok. Non, mais ça fait rien, je dirais qu'on a un petit souci technique. Voilà. Bah, ça arrive, hein. C'est direct. C'est ça. En fait, c'est parce que Christophe m'avait dit bah, maintenant je vais vous préparer des musiques. Comme avant, il faut qu'en plus que je fasse mon choix de musique. Donc je suis obligée d'amener mon disque dur. Et puis comme je me suis dit bon bah j'ai pas le besoin puisque j'ai pu penser à. J'aurais dû l'amener hier. Parce que. On va mettre en France. Voilà, sur EDFM, nous sommes toujours au bar de l'économie en compagnie de Sophie Crespi et d'Harmonie Altigné, nos deux invités du jour, et d'ailleurs à qui nous allons donner la parole tout de suite. Sophie Crespi, rebonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du groupe ACESI, ou du CESI comme on dit, un groupe d'enseignement supérieur en alternance et de formation professionnelle. Créé en 1958, le CESI donc est dirigé et présidé, j'allais dire maintenant, par Laurent Mailleux. Et vous êtes quand même un gros institut puisque vous appuyez sur 25 campus, 22 000 étudiants, apprentis ou stagiaires bien sûr, 1000 collaborateurs, 2600 intervenants experts. Alors, avant que vous nous présentiez ce groupe de formation, je dois dire que vous étiez avocat avant de devenir directrice du CESI. Alors, comment passe-t-on du métier d'avocat à directrice d'une école de formation? Alors, je ne suis pas directrice de CESI, je suis directrice d'une partie de l'activité qui correspond à 50% du groupe. Première rectification. Après, c'est la démonstration finalement que les carrières sont plus linéaires aujourd'hui. Il faut en prendre conscience. C'est une série d'opportunités en fait. Et moi, j'ai toujours été très intéressée par l'orientation, l'apprentissage et puis toutes les problématiques autour de l'enseignement supérieur. Donc, j'ai trouvé finalement un intérêt qui ne se dément pas depuis 15 ans maintenant. Ça fait donc 15 ans que vous occupez ce poste. Alors, présentez-nous un petit peu vos écoles. Oui. Alors, c'est effectivement un groupe d'envergure importante au niveau national, une école d'ingénieurs. Donc ça, c'était la base de démarrage, c'était l'école d'ingénieurs. C'est le produit historique, qui est aujourd'hui la première école d'ingénieurs en apprentissage en France. Donc, qui s'appelle CESI École d'ingénieurs. Voilà, c'est assez classique. Puis il y a deux autres écoles, CESI École de formation des managers que je dirige, avec l'idée, là on parlait tout à l'heure de l'attention sur le marché des cadres, l'idée qui est d'accompagner finalement des opérationnels qui sont en poste à devenir managers, c'est-à-dire vers des fonctions managériales. Et il y a un vrai besoin des entreprises, ça concerne beaucoup le management intermédiaire, le management opérationnel, c'est-à-dire vraiment celui qui fait le relais de la stratégie auprès de ses équipes. Là, on a à peu près 3000 salariés en formation par an. Ça, c'est la première école. Et la deuxième, qui est CESI, l'École supérieure de l'alternance, qu'on a créée en 2014 et qui connaît un fort succès, avec un principe qui était on forme au métier des entreprises, donc en RH, informatique, qualité, sécurité, environnement, performance industrielle. Et tout ça, c'est en alternance? Et tout ça, c'est en alternance, 100% en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, avec l'idée que finalement,
l'alternance, c'est pas une voie de garage. Au contraire, ça doit être un vrai choix et que l'on peut, via l'alternance, occuper des fonctions à responsabilité dans l'entreprise. Donc, du coup, ce sont des filières qui vont de bac à bac plus 5 et qui permettent à ces jeunes d'intégrer des entreprises, souvent de très belles entreprises. Et aujourd'hui, on a 8500 alternants en France dans nos campus. Est-ce vous qui leur trouvez les entreprises ou est-ce que c'est l'étudiant parce que c'est pas facile quand on sort du bac? C'est pas simple, ça demande une expertise effectivement. Il ne faut pas que l'étudiant se repose totalement sur l'école. C'est important lui aussi qu'il cherche, mais en fait, on a un réseau très important d'entreprises qui aujourd'hui ont un autre regard sur l'apprentissage par rapport à il y a 10 ans. C'est une vraie modalité de recrutement pour elles. Donc l'idée, c'est finalement, pour bien faire son travail en tant qu'école, c'est de mettre le bon profil au bon moment dans la bonne entreprise. Et c'est comme ça que finalement, le mariage, entre guillemets, se fait bien et que finalement, derrière, on se retrouve avec une situation professionnelle pérenne. Donc voilà, c'est finalement un travail mutuel de l'école et du jeune, mais encore une fois, beaucoup d'entreprises viennent nous voir en amont des rentrées en nous disant, voilà, moi je cherche un développeur informatique, je cherche une assistante ressources humaines, et à nous effectivement de l'accompagner dans ces recrutements. Oui, alors donc on parle beaucoup de cette école-là, c'est-à-dire l'école sous forme d'apprentissage, parce que ça correspond tout à fait à la réforme professionnelle dont j'ai beaucoup parlé ce printemps. Mais avant qu'on parle de la réforme professionnelle, j'aimerais de la formation professionnelle, je voulais dire, j'aimerais qu'on revienne sur l'école d'ingénieur. Alors elle est donc comment les élèves sont-ils sélectionnés? Est-ce qu'il y a une sélection au départ? Est-ce qu'il y a une préparation à faire? Comment ça se passe pour rentrer en école d'ingénieur? Il y a une sélection sur dossier, évidemment, mais il y a des concours communs avec d'autres écoles. Et puis ensuite, les intègrent saisis en apprentissage, voilà, une fois qu'ils ont leur contrat. Et donc, il y a une sélection qui est propre, qui est commune aux autres écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire le diplôme d'ingénieur est encadré par la commission d'éthique d'ingénieur avec des référentiels bien précis. Parce qu'il y a plusieurs concours pour devenir pour les écoles, il y a au moins 3 ou 4 concours. Oui, alors vous, c'est lequel? Nous, c'est concours saisie, puis on a un concours avec le CNAM, je crois, et avec l'école polytechnique. D'accord. Voilà. Et cette école se trouve où? Alors, en fait, saisie est proche des territoires depuis le début, 58, vous le disiez, parce qu'on est, quelle que soit l'école, beaucoup sur des formations diplômantes, donc relativement longues, souvent en apprentissage, ce qui suppose d'être à proximité et de l'entreprise et du jeune. Vous ne pouvez pas faire une école en apprentissage à Paris qui drainerait l'ensemble du territoire. Donc on est sur 25 campus, dans la plupart dans des grandes villes, en Ile-de-France et Nanterre et la Défense. Mais sinon on est à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, etc. Donc ce qui veut dire qu'on peut aussi faire ses études d'ingénieur en apprentissage, c'est ça que vous proposez? Oui, tout à fait, on est les pionniers, ça fait à peu près 25 ans qu'on fait ça. Parce qu'on a une vraie conviction, et c'est cette même conviction qui se traduit dans l'école dont je parlais tout à l'heure en alternance, c'est que finalement, l'alternance, c'est également efficace post-bac. Avant, c'était beaucoup réservé à l'intra-bac. Et donc, c'est efficace et surtout, ça permet de valoriser le dispositif dans l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on n'a plus le même regard sur l'apprentissage qu'il y a quelques années, la réforme le démontre, c'est aussi parce que ça s'est développé dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Par conséquent, on n'a plus ce regard-là qui était quand même relativement négatif. Alors, à quel métier d'ingénieur votre école forme? Alors, le BTP, BTP, qu'est-ce qu'on a? Ingénieur généraliste, qui est important, ingénieur informatique. Je crois que c'est à peu près les 3 grandes spécialités. Alors, c'est moins ma spécialité au saisie, puisque moi je dirige l'autre partie, mais voilà à peu près les 3 domaines. Avec, on sait, aujourd'hui, le recrutement d'ingénieurs est très important, c'est un métier qui est très recherché. Donc, on a à la sortie quasiment 100% d'insertion professionnelle. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, avec vraiment de très belles entreprises qui recrutent 10 à 20 apprentis par an pour qu'ils rejoignent leurs effectifs. Donc c'est super parce qu'après on a forcément en principe un job à la clé. Ah oui, voilà, moi vraiment l'apprentissage, j'en suis convaincue depuis des années. C'est une formule formidable. Alors pour votre donc spécificité, la partie que vous dirigez, donc les 50% qui restent, quelles sont les formations que vous proposez?
Alors, en alternance, on est, comme je le disais, on couvre à peu près les principales fonctions de l'entreprise. Je suppose que c'est ce que vous vous adaptez à ce que l'entreprise demande. Évidemment. Donc aujourd'hui, ce qui est très bon, c'est l'informatique, il n'y a pas de secret, évidemment. Donc c'est à peu près 45% de nos formations, développement au réseau, niveau technicien, responsable informatique, jusqu'au DSI, parce qu'on peut devenir DSI par l'apprentissage. RH, beaucoup. C'est vrai que c'est une fonction qui se complexifie, donc les entreprises en ont de plus en plus besoin. De l'assistante RH au DRH, encore une fois, on a aussi des DRH qui sortent par cette voie-là. Tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, évidemment, notamment dans les entreprises, c'est une vraie exigence aujourd'hui, ils ont besoin de compétences sur ces sujets. Le BTP, alors évidemment, le BTP, il y a un lien fort avec l'apprentissage, c'est presque là que ça a démarré, il y a une vraie culture de l'apprentissage. Mais ça va effectivement du chef de chantier bâtiment à l'ingénieur BTP, en passant par le chargé d'affaires, et puis tout ce qui est performance industrielle, plateforme logistique, etc., qui est important parce que l'industrie se transforme en France, il faut en avoir quand même conscience, c'est plus nécessairement... c'était plus attrayant pour les jeunes à une certaine époque. Là, on voit que ça reprend, il y a vraiment du boulot dans ces secteurs. Donc, nous aussi, hein, notre boulot, c'est aussi d'expliquer aux jeunes qu'il y a des perspectives et d'expliquer les métiers de demain qui se transforment. Et puis, est-ce que j'ai oublié un domaine En tout cas, moi j'ai une autre question. Maintenant, c'est côté élève. Est-ce que ça coûte, parce qu'on sait que les apprentis sont un petit peu rémunérés par les entreprises, bien sûr, mais est-ce que ça coûte à la famille de le placer dans vos écoles? Non. Alors ça, c'est un principe qui est rappelé d'ailleurs par le projet de loi et vraiment auquel on tient beaucoup parce que CESI, c'est aussi né de l'idée de la promotion sociale, de l'égalité pour tous. C'est totalement gratuit. C'est même interdit de faire payer un apprenti, même des frais de dossier. Donc ça veut dire que c'est gratuit du début à la fin. Donc c'est quand même un formidable moyen de poursuivre des études, de se professionnaliser sur un métier et derrière d'avoir un travail. Et puis d'avoir un pied dans la réalité, c'est quand même idéal. Oui, parce que vous êtes sur une semaine en campus, 3 semaines en entreprise dès le début. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se révèlent hein, dans ces dispositifs-là. Non pas que scolairement ça n'allait pas, parce que c'est plus l'école de la seconde chance aujourd'hui, l'apprentissage. Mais alors souvent ils ont des bons dossiers. Hein, et puis d'ailleurs on fait des sélections à l'entrée hein, dans ces écoles, qui n'est pas nécessairement encore une fois sur le dossier scolaire, même si on le regarde de près, mais qui est plus sur la motivation, la maturité du jeune à intégrer l'entreprise. Sa connaissance quand même du métier qu'il veut choisir, et puis on a un travail d'orientation à faire, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, donc c'est gratuit, voilà, ça doit être gratuit du début à la fin. Et dernière question avant qu'on passe au sujet de la réforme de la formation professionnelle, où se trouve pour l'alternance dans ces métiers-là, où se trouvent les campus en région parisienne? Alors, en région parisienne, on est à Nanterre. On a un très gros campus qui accueille près de 1400 élèves par jour, qui couvre les 3 écoles. Et on vient d'ouvrir sur le parvis de la Défense des locaux qui sont vraiment... qui vont plutôt accueillir l'école des managers et qu'on est là il y a 2 mois. Merci beaucoup Sophie Crespi. Je rappelle que vous êtes directrice du CESI, un institut d'enseignement supérieur en alternance et de formation professionnelle. Avant qu'on parle de la 5e réforme de la formation professionnelle, je vous propose une toute petite pause musicale. Du coup, on va avoir un peu plus de temps. Donc si vous pouvez rester, on va décaler un petit peu l'enregistrement que je voulais faire passer vers les 10 heures. Si vous pouvez rester un petit peu plus, ça m'arrange. Ça fait finir à quelle heure? Déjà, pas tout de suite, mais... Ah non, mais je pense qu'à 10h10, voilà, c'est juste histoire de quelques minutes. Peut-être même 10h05, j'en sais rien. Non, mais il y a pas de...
Alors maintenant, on va parler, dès que le titre est fini, on va parler de la 5e réforme de la formation professionnelle. Je vous propose d'expliquer ce que vous avez compris de cette réforme. Et puis voilà, puis on va démarrer là-dessus si vous voulez. Et puis peut-être ensuite, je vous demanderai qu'est-ce que ça vous oblige à modifier. Est-ce qu'il y a des... J'ai l'occasion d'écouter. Bah, vous pouvez rester, vous n'êtes pas obligé de partir de toute manière. J'ai des rendez-vous derrière. J'ai passé ma journée en regard les bains. Vous connaissez Enghien-les-Bains? Oui, un petit peu quand même. Mais... Vous venez au casino? Non. Non, Non. je vais plutôt me promener, je suis pas très joueuse. Non, mais il y a un restaurant aussi à l'intérieur. On C'est peut vrai. tout simplement venir y dîner ou aller au théâtre. Il y a un théâtre ici. Il y a un théâtre à l'intérieur du casino. Je sais pas. Ah oui? Mm. Oui, il y a toute une programmation. Alors, je veux dire, en fait, il y a le casino, c'est un... Ah, c'est pour nous là, je crois. Vite. Non, c'est la musique qui. Enfin, c'est une partie de la musique qui est vraiment basse. Mais mettez votre casque parce que nous, on n'entend rien là. Oui, moi j'entends. Ok. Donc nous, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Non, mais là il reste 50 secondes de toute façon. Ah bon, bah c'est bon. Ça va se finir plus vite. Donc en fait, c'est un bâtiment, le casino, et il y a donc on entre, il y a une entrée, et puis après ça se divise en deux. Il y a le théâtre d'un côté et l'entrée dans la salle des jeux de l'autre. Mais on n'entre pas comme ça dans la salle des jeux, il faut montrer sa carte d'identité, J'imagine. et puis c'est contrôlé, et puis il faut payer. C'est payant, c'est la particularité du Ah casino. bon, ok, putain, ouais. Oui, parce que comme il se situe en Ile-de-France, Une réglementation un peu stricte là-dessus. voilà, exactement. On va bientôt reprendre ici. Vous pouvez vous asseoir, hein, vous n'êtes pas dans la caméra, vous n'y êtes pas. Oh, ça va. Comme vous voulez. Attention. Alors nous sommes de retour sur IDFM, nous voici en compagnie donc toujours de Sophie Crespi, directrice du CESI, un groupe d'enseignement supérieur en alternance, avec qui nous allons parler tout de suite de la réforme de la formation professionnelle. Nous sommes aussi en compagnie d'Harmonie Altigné, qui est la fondatrice de Coena. Alors Sophie Crespi, 5e réforme de la formation professionnelle, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Alors, elle est toute récente hein, parce que la loi a été promulguée hier au journal officiel et qu'il va y avoir une série de décrets, enfin, de textes d'application qui vont intervenir avant la fin de l'année. Donc il faut encore un peu. Attendre encore un petit peu, oui. Voilà. Alors, vous avez dit 5e réforme. Effectivement, je crois qu'il n'y a pas un président de la République qui n'est pas dans ses chantiers présidentiels la réforme de la formation professionnelle. Donc, ce qui explique effectivement qu'on soit un secteur très impacté par ces sujets. Et à chaque fois avec la volonté de corriger finalement les défauts du système qui quand même, quoi qu'on en dise, profitent principalement aux salariés, hommes, déjà diplômés et travaillant dans les grandes entreprises. Donc là, c'est posé. Donc c'est posé et c'est le... Mais toutes les réformes avaient cette ambition-là, donc je ne sais pas si ça s'y réussira. Et puis une autre ambition qui était celle de libérer l'apprentissage, c'est-à-dire d'en faire vraiment une voie privilégiée. Je me souviens que sous François Hollande, il y avait 1 million d'apprentis qui étaient annoncés à la fin de son mandat. C'était oublié finalement que c'est un système qui était quand même très encadré avec un certain nombre d'autorisations pour les écoles pour leur permettre d'ouvrir des dispositifs en apprentissage. Et tout ça est levé par cette loi avec la possibilité effectivement de proposer plus largement ces dispositifs et d'élargir cette offre. Donc de ce point de vue-là, on est très content. Ça va encore une fois participer à la valorisation de ce dispositif. Voilà, donc une réforme qui va quand même être impactante pour tout le monde, ça c'est une évidence. D'abord qui va poser le principe de la solidarité des grandes entreprises envers les PME et petites entreprises. Enfin PME, l'idée étant que finalement, pour que ça profite aux salariés des PME, il faut que les grandes puissent financer et elles auront donc ces petites entreprises, la possibilité de former leurs salariés et de les remplacer aussi quand ils partent en formation, parce que c'est vraiment ça la problématique des PME. Deuxième sujet dans cette réforme, c'est de dire que finalement, et ça c'est un souhait aussi depuis un certain nombre d'années, c'est de dire que le salarié, l'actif, doit être capable finalement de choisir sa formation et de dessiner finalement son parcours professionnel
Et donc c'est le fameux CPF, un compte personnel de formation, qui existe déjà depuis 2014, mais qui sera en principe, encore c'est des hypothèses, parce que derrière il y a une mise en œuvre, plus simple à utiliser pour le salarié, et en euros demain. Aujourd'hui en heures, c'est pas toujours très lisible, hein. C'est vrai que quand vous regardiez votre compte et que vous saviez que vous aviez le droit finalement à 40, 50 heures de formation, mais c'est compliqué quand même par rapport à l'autre de se repérer. Donc là, on vous dit, vous aurez 500, 1000 euros, jusqu'à 5000 euros pour vous offrir une formation. C'est un peu 5 000 euros pour l'année? Non, maximum. Maximum sur combien de temps? Tous les 10 ans? C'est 500 euros tous les ans. Mais ça peut être abondé par l'employeur, Pôle emploi, etc. etc. Donc il y a ce principe-là qui est posé avec un vrai pari quand même, et c'est finalement ça la question. Est-ce que le salarié va prendre ce sujet en main? Est-ce qu'il va finalement décider, exercer ce droit-là, qui est de se choisir des formations, et encore une fois d'orienter sa carrière comme il veut? Oui, sans doute, quand on est sur des fonctions autonomes, type cadre, etc. Peut-être que ce sera plus compliqué pour les jeunes salariés ou pour les salariés un peu fragiles. Et tout le pari est finalement sur la capacité à orienter, à informer ces salariés sur leurs droits, sur l'offre de formation qui existe, sur l'évolution des emplois, etc. etc., etc. Voilà un peu le principe posé par la réforme. Il y a également évidemment la simplification des circuits de financement, et puis le fait quand même que on aille principalement sur des formations qualifiantes, certifiantes. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne réforme, mais un petit peu difficile à mettre en œuvre pour les salariés les plus fragiles, comme vous disiez. Oui, il y a un petit peu une attention particulière qu'il faut porter à ça. Bon, globalement, oui, je pense que ça va plutôt dans le bon sens, notamment sur l'apprentissage, encore une fois, parce que là, il y avait des vrais freins à lever, et il va falloir qu'on regarde évidemment si le nombre d'apprentis augmente en France. Mais la mise en œuvre ne sera pas simple, parce qu'elle suppose notamment la création d'une application numérique, dont parle beaucoup la ministre du Travail, une application mobile qui permettrait finalement à chacun, vous et moi, par son téléphone, de connaître en temps réel le nombre d'euros qu'on a sur son compte formation, de connaître finalement les métiers en tension, de connaître l'offre de formation à proximité, de connaître finalement la date de ces formations. Voilà, quelque chose quand même d'assez complexe, qui, si ça marche, est formidable, puisque il va y avoir une vraie lisibilité pour l'actif. Par contre, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a un peu des interrogations sur ces mises en œuvre-là. Puis il y a un autre sujet qui est important et qui est aussi que chacun bénéficie d'une information transparente sur l'offre de formation. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous tous. À savoir notamment sur l'apprentissage. Quand une famille, un jeune décide d'intégrer une école, il y a des indicateurs très importants qui sont le taux de placement en entreprise, le taux de rupture de contrat en cours, le taux de diplomation. Donc ces éléments vont devoir être publics, publiés par les écoles sur leur site tous les ans. Donc ça, c'est une très bonne chose. On le faisait déjà, nous, donc c'est tout à fait bien. Et puis, un renforcement finalement de l'assurance qualité de l'ensemble des écoles par rapport aux indicateurs que j'ai nommés, mais aussi par rapport au processus de diplomation, à tout ce qui est construction pédagogique, etc. Donc pour les parents comme pour les enfants, les ados, ça sera beaucoup plus simple pour choisir ces écoles. Ce sera plus facile parce que si on part du principe que les écoles en apprentissage peuvent se développer, il faut finalement qu'on soit capable d'informer pleinement les jeunes qui veulent s'inscrire. Et puis, il faut dire aussi que nous sommes dans un marché en pleine évolution, grâce à l'informatique et au numérique. En même temps, c'est assez fatigant pour un salarié, parce que ça veut dire que toute sa vie, il faut qu'il se forme. Donc, c'est un peu ça, peut-être aussi, ce à quoi veut nous faire toucher du doigt cette nouvelle réforme de la formation professionnelle. Est-ce que vous croyez que la barrière des âges va tomber? Parce que dans certaines écoles, il y a quand même une limite d'âge. Oui. Et pour certaines formations, même étatiques, il y a une limite d'âge. Oui, alors, c'est un point important de la réforme, notamment l'apprentissage est repoussé de 25 à 29 ans. Donc ça, par exemple, ça montre bien que l'alternance ou l'apprentissage dans le supérieur, ça marche, et que les écoles sont incitées à développer des formations post-bac sur ce sujet. Donc là, on élargit finalement l'éligibilité des dispositifs en apprentissage. Sur le reste, évidemment, aujourd'hui, cette loi, elle prend aussi en considération l'évolution de notre société. Les carrières ne sont plus linéaires. On
on change d'entreprise régulièrement. Des fois aussi, on développe sa propre activité. Donc, il y a effectivement, la formation est un élément important, mais il y a aussi une veille que chacun doit faire pour, encore une fois, avoir le parcours professionnel le plus adapté à ce qu'on souhaite. Donc, c'est pas évident sur ces sujets, mais en fait, la loi incite à ça. Est-ce que, oui, parce que moi je trouve que donc c'est très bien pour les jeunes de moins de 30 ans, mais pour ceux, comme vous disiez, qui ont 40 ans, qui veulent changer de formation, c'est moins évident. Alors, c'est moins évident, non. En fait, 40, 45, 50 ans. Oui, en fait, dans le projet de loi, mais ça existait déjà avant et c'est un peu simplifié, la loi, pardon, parce qu'elle a été votée hier, il y a tout un dispositif financé, parce que c'est ça qui est important, c'est le nerf de la guerre, de reconversion professionnelle qui s'appelle Pro-A, je crois, donc, et puis le CPF, pardon, transition professionnelle. Donc, c'est des dispositifs qui permettent quand même d'évoluer, de changer de métier et sur 1 an ou 2 ans et de pouvoir effectivement évoluer dans sa carrière. Donc en fait, il faut bien regarder les dispositifs existants et se faire accompagner, c'est ça que vous voulez nous dire. C'est très important l'accompagnement, ça peut être par les écoles, les organismes de formation évidemment, mais c'est très important aussi que l'État finalement se saisisse du sujet, et c'est ce qui se fait au travers de ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, type l'APEC par exemple, qui vont, et Pôle emploi en fait partie aussi, qui vont pleinement informer les actifs de ces possibilités-là, c'est-à-dire les dispositifs, comment c'est financé, quel type de métier, etc. etc. Au bar de l'économie, nous sommes toujours avec Sophie Crespi, directrice du CESI, et Harmonie Altigné, directrice et fondatrice d'ailleurs de COENA. Dernière question, Sophie Crespi, nous parlons donc de la 5e réforme de la formation professionnelle. Alors maintenant, on a parlé côté étudiant et côté salarié. Maintenant, côté école, est-ce que ça vous oblige à modifier des choses? C'est plutôt des opportunités pour nous. En fait, l'idée est de dire qu'il faut que les organismes, les écoles innovent pédagogiquement. Alors, on n'a pas attendu la loi pour ça. Il y a vraiment un dynamisme dans les écoles qui vont dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus vers de la digitalisation. Ça veut dire, alors pas nécessairement à 100%, mais ça veut dire réduire sans doute un peu le présentiel, être capable aussi d'aller vers de la formation au poste de travail. Ça, c'est des sujets qui sont très intéressants en entreprise, qu'on peut apprendre aussi en entreprise. Donc, dédier des temps à ça. Voilà, donc l'innovation pédagogique, c'est évident. Et puis après, il y a un autre sujet qui, moi, me tient aussi à cœur sur les formations des salariés. Quand on forme des adultes, comme c'est le cas dans ces écoles des managers, on ne doit pas imaginer des parcours qui sont complètement standards et communs à tous. L'idée, c'est que chaque salarié vient avec un profil différent, une expérience différente, et l'idée, c'est finalement de lui créer des parcours sur mesure, en validant en amont les compétences qu'il a déjà acquises et puis en renforçant celles qui lui manquent. Et ça, c'est aussi le sens du texte, qui est de dire, finalement, il faut individualiser le plus possible les parcours de formation, notamment quand on s'adresse aux adultes. Et aujourd'hui, c'est un peu une obligation qui est posée aux organismes, ce que nous faisons depuis 2 ans et qui marche très bien. Merci beaucoup, Sophie Crespi. Je crois que Harmonie Altigné a quelques questions à vous poser. Harmonie? C'était plus une remarque et peut-être une question aussi. Je suis aussi, alors je ne l'ai pas dit, mais secrétaire générale de Sinov IT, qui est le syndicat des TPE-PME du numérique, qui est affilié à la CPME, qui est le pendant de Syntec numérique. Et c'est vrai que c'est un point de vigilance avec des retours de nos membres qui sont parfois des formateurs très très pointus dans leur domaine et qui n'ont pas forcément toute cette compétence ingénierie qu'ont les grandes écoles, pour qui c'est une opportunité, mais pour qui ça peut être un risque. Pour les plus petits, qui apportent pourtant vraiment quelque chose, dans des métiers où c'est très peu connu. On est sur un métier aussi de niche pour l'instant, mais qui a vocation à devenir un métier vraiment de masse et transversal. Mais il y a plein de nouveaux métiers qui émergent avec le numérique. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis pas du tout spécialiste de cette loi, juste d'un seul article, mais dans quelle mesure c'est pas aussi un danger de perdre des compétences très pointues de gens qui ne peuvent plus exercer leur métier de formation, plus être financé et accéder à ça. Peut-être après, je pense que ces métiers qui sont en tension ou qui sont en émergence
aujourd'hui, il y a des observatoires de métiers qui sont créés dans les branches, sur lesquels les écoles s'appuient quand même pour construire leurs programmes, parce que nous, nos programmes, on les fait pas tout seul dans notre coin, on n'est pas dans la Côte d'Ivoire. C'est pas évident, hein, parce que parfois, les besoins des grandes entreprises sont pas les mêmes que les petites. Parfois, on a besoin plus d'informaticiens polyvalents ou étant capable de développer plusieurs langages, et puis d'autres fois, on me dit, mais finalement, ils sont pas assez spécialisés. Donc, il y a un équilibre à trouver. Je crois que surtout, la solution, elle réside dans des parcours à options que permet également la loi, même si c'est pas si précis, et on attend là-dessus des textes. Des précisions. Voilà, pour pouvoir effectivement être sur des métiers très à forte expertise, mais qui, parce que les métiers changent aussi, qui quand même s'appuient sur des fondements plus généraux. Allez, on revient tout de suite après une petite pause musicale. Je vous propose, on a écouté tout à l'heure Jane avec Mabeka, et maintenant je vous propose David Guetta avec Sia chantant Flames. C'est parti. Je serais très bien. Ah bah très bien. J'ai le dossier avec moi. Je me sens, donc j'attendais que. Je monte là-bas. Voici Larissa Minoff qui vient d'entrer dans nos studios, chroniqueuse immobilière. Mettez-vous à côté, c'est bien. Une fois, je l'ai pas dit, je vais vous reconnaître quand je suis aujourd'hui. D'accord. C'est pas ça. Et oui, j'ai fait un comité au pied. Donc, Comment ça bouge un peu là, hein. Bon, alors on va tout de suite laisser Larissa faire sa chronique, comme ça on ne vous interrompt pas après. Et après c'est vous, du coup. du coup, je vais avoir quoi, 10 minutes en fait. Ah non, vous allez avoir 20 minutes. Non, Après. parce que le temps de la chronique. Non, ça dure 2 minutes. Ah, d'accord. On va parler des Airbnb en fait. Ah bon? Oui. Encore? Ben non, on va pas parler parce que je vais venir, mais je suis pas venue. Ah. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va bien. Vous avez une jolie robe, hein? C'est gentil, merci. Voilà. Donc, du coup, on va parler de Century 21. J'ai pas De le choix. De Century 21. Oui, mais ça fait rien. D'accord. Vous dites un groupe, l'un des Ah, groupes c'est ça. immobiliers, il faut... Sans le nommer. Si. C'est le seul Non, vous dites l'un des groupes immobiliers, il y en a d'autres, il y en a d'autres des groupes immobiliers. qui font ça, non? Non, mais ça fait rien. Ah, d'accord. Vous dites parmi les groupes immobiliers, Century 21, Ah, d'accord. vous voyez, ok. c'est comme ça qu'il faut D'accord, faire. d'accord, ok, pour le mettre dans la masse. Oui, D'accord, voilà. J'ai compris. D'accord. Je peux le laisser. Non, mais laissez-le parce que vous avez peut-être des questions à poser. C'est vrai. On sait jamais. Pour les sécurités. Sinon, Je peux passer. il reste une minute. Mais là, oui, avec le cours, justement, on lance une étude pour la branche sur les besoins d'information et d'accessibilité. D'accord. Alors, moi, je fais beaucoup avec le FAFIAC, évidemment, sur ces sujets-là. Bah oui, bien sûr, ouais. Encore? Bah, l'OPIEC, Il c'est reste 48. l'organisme du Là, on aurait pu couper parce que vu qu'elle se répète D'accord. tout Non, le mais temps. je C'est pour ça, trouve en que termes c'est d'émission, vous aviez intéressant, trop de temps. Ouais. De toute façon, il Dans faut nos valeurs, se filer. on se Moi, je vous ai fait pour que. Non, mais je sais. voir ça comment ça devient, se traduit en termes de programme. Pas d'exigence. J'ai bien compris que c'était finalement des choix à faire plus que. Oui, mais c'est vraiment pas très compliqué. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux former les formateurs? Parce que c'est assez transversal. Donc, il peut y avoir un module d'une journée, 15 de 1 à secondes. 3 jours. 15 Et secondes. vraiment, à la base, Je pense que je vais prévenir former nos pilotes informatiques là-dessus. c'est peut-être ça, ouais. Je pense que ce serait plus efficace. Ça n'empêche pas qu'il y ait des modules et des formations certifiantes pour les fondamentaux, mais je pense que. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM en compagnie de Sophie Crespi, directrice du CESI, et d'Harmonie Altinier, fondatrice de Coena, avec qui nous allons parler dans quelques minutes du RGAA. On va tout vous expliquer, mais avant, Larissa Minoff revient de vacances pour sa chronique immobilière, et donc on va lui passer la parole tout de suite. Bonjour Larissa. Bonjour Florence, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'accord historique entre Century 21, un des groupes immobiliers en France, et Airbnb, la plateforme de voyage de référence. Donc ils viennent de signer un accord, et donc c'était pour faciliter la sous-location des logements et des voyageurs jusqu'à 120 jours par an sur Airbnb. Donc, et expérimenté dans un premier temps, en fait, c'était pendant l'été à Paris, ce bail qui se nomme bail Century 21 Airbnb compatible est déjà proposé, donc dès le 1er septembre, par les 852 agences du réseau Century 21.
Donc plusieurs villes sont déjà prêtes à se lancer. Donc on parle de Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Donc fondé sur un partage de revenus entre locataires, propriétaires et agences immobilières, ce nouveau dispositif permettra d'ouvrir plus largement la location meublée touristique et d'offrir un complément de revenus aux habitants qui ont plus besoin. En fait, là, on parle des étudiants, des jeunes familles, des ménages modestes en fait, et qui n'ont pas en fait les moyens d'accéder à la propriété. Donc, dès que le propriétaire a donné son accord, tout est ensuite géré par un professionnel. Donc, c'est l'agence qui s'en charge de la mise en ligne de l'annonce sur le site de Airbnb et de faire toutes les démarches administratives applicables. Et pour la suite, donc c'est au locataire d'enrichir l'annonce et de renseigner sur le site ses disponibilités, de fixer son prix et bien sûr d'accueillir les voyageurs. Donc on parle de revenus, les revenus sont partagés de façon automatique et répartis comme suit. Donc 23% pour le propriétaire, 70% pour le locataire et 7% pour l'agence. Donc c'est ainsi en fait une source de revenus complémentaires. Donc ici, donc, je vais citer Emmanuel Marie, le directeur France et de Belgique de Airbnb, souligne qu'à Paris, plus de 60% des ménages sont locataires et leur logement est leur premier poste de dépenses. Donc avec ce nouveau bail, ils pourront augmenter leur pouvoir d'achat et construire leur vie à Paris tout en voyageant davantage. Bien sûr, mais il faut en informer le propriétaire parce qu'il y a un problème d'assurance également tout à fait, dans ce Donc, en fait, ce type de location. Sans l'accord de propriétaire, le locataire ne pourra pas, bien sûr, en fait, avancer en fait, sur ce projet. Voilà, mais ça a fait beaucoup réagir la mairie de Paris hier, car dans le 3e arrondissement, il n'y a plus d'appartements à la vente parce que les gens les gardent pour les louer et donc et ça leur pose un gros problème. Allez, tout de suite, on va retrouver nos invités du jour qui sont Sophie Crespi, directrice du CESI, un groupe d'enseignement supérieur en alternance, et Harmonie Altigné, fondatrice de Coena, à qui on donne la parole tout de suite. Alors, que propose Coena, Harmonie ? Un peu dur à dire, hein, Donc Coena, c'est une société qui est agréée ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui propose du conseil, de la formation, de l'expertise et de la médiation en accessibilité numérique. Donc la question qui vient après, c'est qu'est-ce que c'est l'accessibilité numérique ? Voilà, c'est ça, parce que ça va tout à fait de pair avec le règlement général, le référentiel général d'accessibilité pour les administrations dont on va parler juste après. Tout à fait. Alors l'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique, mais plus précisément qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer. Donc c'est pas juste consommer l'information, c'est aussi pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, tout est numérique. Donc si les outils numériques, là on parle d'outils, de services, de sites web, de logiciels, de mobilier urbain numérique, d'applications mobiles, donc c'est très très large, d'Internet des objets. Si ça, c'est pas accessible, on peut plus imaginer que vous n'ayez plus accès à vos mails, que vous ne puissiez pas faire vos réservations en ligne. On parle de Airbnb, on parle de tout ça. Donc c'est en fait, il n'y a plus vraiment de dissociation entre le numérique et la vie physique. Donc, alors justement, vous avez présenté au CES de Las Vegas en 2018 des outils. Qu'est-ce que vous avez présenté ? Alors, une plateforme de médiation qui va sortir courant du mois. Qui est à destination, alors c'est un logiciel sous licence libre et open source qui a été financé par BPI France, par la bourse French Tech en partie, et qui vise à redonner la parole aux personnes handicapées. Aujourd'hui, on a une approche, on va en parler ensuite, mais qui est très normative, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte les normes ou pas. Et alors c'est à la fois nécessaire en tant qu'outil, les normes, et en même temps c'est assez décourageant pour les professionnels qui n'y connaissent rien du tout et qui se retrouvent avec des centaines de pages à lire très obscures, et puis pour les personnes handicapées où finalement elles-mêmes ne connaissent pas spécialement les normes et s'en fichent. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir accéder à la vie comme tout le monde, donc ne pas être discriminées. Et donc là on prend le contre-pied en se disant on fait une plateforme où les personnes qui ont un problème d'accessibilité numérique nous contactent. Nous, on fait la médiation, donc tout ça, c'est bénévole. Quel que soit le type d'handicap. Quel que soit le type d'handicap. L'accessibilité numérique, c'est vraiment tous les types de handicap. Donc, le site des Jeux Olympiques de Londres en 2012 a provoqué des crises d'épilepsie. Ah oui, voilà. Carrément. Voilà, et on ne parle pas des années 2000, enfin c'est 2012, enfin c'était pas si vieux que ça. Et c'est assez mal parti pour Paris2024.fr. Mais donc, il y a du travail de manière générale. Et donc l'idée c'est pas de se dire c'est bien que le site de la présidence de la République soit exemplaire en accessibilité numérique, mais en même temps qui va le consulter à part les journalistes.
Par contre, pouvoir réserver la cantine pour ses enfants, voir le calendrier scolaire ou faire ses achats sur Internet, ça c'est quelque chose qui est utile pour les gens. Et donc on essaye de sortir un peu de juste l'approche légale pour essayer de redonner du lien. Et donc, quand on se met de l'autre côté face aux propriétaires de services numériques, qu'on leur dit ça marche pas, c'est pas accessible, les personnes elles-mêmes ne savent pas forcément expliquer qu'est-ce qui marche pas. Et en face, ils comprennent même pas ce que ça veut dire, c'est pas accessible. Ils n'imaginent pas qu'une personne aveugle peut utiliser Internet, ils voient pas comment ça marche. Et donc en général, c'est désolé, on peut rien. Et donc ça avance pas. Et on est à 95% des sites qui sont pas aujourd'hui accessibles. Donc c'est un vrai problème. Et donc avec la plateforme, on veut essayer de faire cette qualification à la fois technique. Donc est-ce que c'est vraiment un problème d'accessibilité? Parfois c'est un problème des utilisateurs qui ne savent pas bien utiliser leur technologie d'assistance. Et juridique, pour ceux qui diraient « Ah non, ça ne nous concerne pas », un petit rappel à la loi aussi. Et le modèle économique, par contre, là on est en discussion, grâce aussi à Las Vegas d'ailleurs, avec la Poste et avec... Alors il y avait plusieurs qui étaient intéressés, la Poste, Banque Populaire ou la Région Île-de-France. Il y aurait une version de la plateforme qui serait pour le coup payante, qui associerait un forfait d'assistance où on n'apporte pas que le problème, évidemment la réponse après, c'est sur devis ou voilà. Et là il y aurait un forfait d'assistance avec et une plateforme aux couleurs de la marque. Donc ça c'est en cours. C'est en cours. Alors justement, vous surfez, je suppose, voilà pourquoi on va parler du référentiel général d'accessibilité pour les administrations, le RGAA, mais qui en fait, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais en fait ça découle d'une norme européenne à la base. Internationale même. Même internationale. Oui. Alors le RG2A, il y a une très forte actualité qu'on suit de près et qui est tout à fait en lien avec ce qu'on disait précédemment. Puisqu'il y a une directive européenne d'octobre 2016, du 26 octobre 2016, sur l'accessibilité des sites web et des applications mobiles dans le secteur public. Donc ça, c'est la directive européenne qui reconnaît les règles internationales d'accessibilité qui s'appellent les WCAG, WCAG, comme la référence en Europe et avec une obligation de respecter, il y a 3 niveaux dans ces normes, le niveau AA. Et donc, la France est tenue de transposer, enfin tous les pays, pas que la France, en droit français, en droit national, ces obligations avant le 23 septembre 2018, donc décret d'application inclus. Du coup, ils se sont saisis comme véhicule législatif pour cette transposition du projet, de la loi, du coup, maintenant, qui a été votée donc, le 30 juillet et qui a été publiée au journal officiel hier. Sur la liberté de choisir son avenir professionnel, et c'est en l'occurrence l'article 80. Donc il y a des nouveautés, mais la loi au départ c'est une mise à jour d'un article de la loi de 2005, la loi handicap de 2005. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Le RG2A, la première version a été publiée en 2009, il y a une mise à jour importante en 2015. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais effectivement maintenant il va y avoir des amendes jusqu'à 25 000 €. Donc il est possible que ça réveille un petit peu... Alors donc concrètement, pour tout un chacun, c'est-à-dire pour toute entreprise, qu'est-ce que ça veut dire d'appliquer ce règlement? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau informatique pour que chaque site internet finalement soit utilisable par les handicapés? Parce que c'est ça finalement ce règlement. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors concrètement, ce qui est compliqué pour l'accessibilité numérique, c'est que c'est un domaine qui est assez transversal. C'est-à-dire que le numérique, c'est porté à la fois par les gens du marketing qui vont faire la demande, par les concepteurs, les designers, par ceux qui vont mettre à jour les sites web, les informations, par les développeurs. Donc chaque métier a ses règles à respecter. Et les règles sont basées sur 4 grands principes. Il faut que l'information soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Donc perceptible, c'est à la fois au niveau visuel et auditif. Donc ça peut être les contrastes de couleurs, ça peut être le son qui doit, entre le son de la personne qui parle et l'arrière-plan, il faut que ce soit suffisamment perceptible, audible. Perceptible, utilisable, donc c'est au clavier notamment. Beaucoup de choses sont pensées pour marcher uniquement à la souris. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle version qui date du 30 juin, donc tout ça est très très en cours de bouger, mais pour prendre en compte aussi le tactile. Donc si c'est pas assez gros, on peut avoir du mal. Et le concept de l'accessibilité numérique, c'est nécessaire pour les personnes handicapées, mais utile à tous. Donc si c'est quelque chose qui est plus contrasté, tout le monde va bénéficier et va mieux le voir. Donc, utilisable, c'est tout ce qui est... Donc là, c'est plus du code, du coup, c'est le permettre que ça marche aussi au clavier. Compréhensible, donc là, c'est au niveau des principes de navigation.
que les choses soient pensées de manière, finalement, ça rejoint pas mal l'ergonomie aussi sur ce qui est compréhensible, mais c'est aussi pour les personnes déficientes intellectuelles, il peut y avoir des versions faciles à lire et à comprendre des textes. Ça veut dire qu'il faudrait faire deux sites internet, c'est ça que vous voulez dire Pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que l'accessibilité numérique, on est dans la conception de universal design, donc conception universelle, et donc c'est un même site pour tout le monde. Donc aujourd'hui, un site accessible d'un site qui ne l'est pas, globalement, on ne voit pas forcément la différence. Je suis obligée d'aller voir dans le code. Donc ça n'a pas d'impact. Ceux qui ont peur en disant ça va nous obliger à faire un site moche ou on ne peut rien faire, c'est faux. C'est-à-dire que, et ce n'est pas le principe de l'accessibilité numérique qui repose sur une obligation d'aménagement raisonnable. L'idée, c'est d'ouvrir à beaucoup plus de monde. Ce n'est pas de fermer les fonctionnalités pour répondre à un besoin particulier. Alors pour un web designer, où peut-il avoir les infos pour pour appliquer finalement ce règlement? C'est-à-dire ce que vous avez dit, plus compréhensible, plus visible, le tactile, oui. L'audition. Et robuste, c'était le 4e principe. Là, c'est la compatibilité avec les technologies d'assistance. Donc, si on ne peut pas utiliser ses bras pour naviguer, on peut naviguer avec des logiciels à la voix, par exemple. Si on est aveugle, on va utiliser un lecteur d'écran qui va être couplé à une synthèse vocale qui va restituer l'information sous forme vocale ou sous forme tactile en braille. Et c'est pas juste lire un texte, c'est évidemment naviguer, interagir, c'est l'ensemble de tout ça. Et donc c'est vraiment pas très compliqué, on en parlait un petit peu en marge. Hors antenne. Voilà, hors antenne, sur les centres de formation. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est pas très compliqué, c'est pas un module de formation à part en soi qui va durer toute une année, mais en même temps, ça s'invente pas. Donc, c'est des bonnes pratiques, il faut surtout y penser au départ et savoir où chercher l'information. Le problème qu'on a, c'est pas un manque d'informations, c'est qu'il y a trop d'informations. On trouve beaucoup d'informations sur le sujet qu'on peut être un peu perdu. Donc, c'est trop complexe, voilà. On peut être un peu perdu par la masse. Et puis, il y a des choses plus ou moins pertinentes. L'attraction aussi de l'obligation légale fait que il va y avoir, on constate de plus en plus des outils qui vont dire en mettant notre super bouton magique, vous êtes conforme aux normes, ce qui est totalement faux. On ne peut pas externaliser le sujet, et c'est la difficulté. En même temps, c'est l'opportunité aussi d'avoir un autre regard dans la société et de se dire, voilà, il faut penser les choses pour tout le monde et pas juste à partir de soi. Et donc, c'est une démarche... c'est une habitude à prendre, en fait, qu'on n'a pas tout à fait. Une habitude à prendre et connaître quelques règles qui sont vraiment pas très, très compliquées. Alors peut-être, Harmonie Altini, peut-être vous pouvez rappeler les 5 règles de base. Donc, vous avez dit... Alors, les 4 principes. Les 4 principes, oui. Perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Donc, 4 nouvelles règles à penser lorsqu'on crée un site internet. Parce qu'on dit qu'il y a à peu près entre 10 à 20% de la population française qui est handicapée, tout type de handicap, ça peut être un léger comme plus 13 millions de personnes en France. 13 millions Donc de c'est personnes. Pas, quand on nous dit aussi, ça concerne pas grand monde, c'est faux. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, peu importe, c'est une histoire de droit aussi pour les personnes. Donc si on est censé naître et demeurer libres et égaux en droit, est-ce que ce sont aussi des êtres humains quand on est handicapé ou pas? Et du coup, si c'est le cas, même s'il n'y a qu'une personne, c'est pas une raison pour pas le prendre en compte. Après, donc ça, c'est le côté peut-être un peu militant qu'on assume chez Coena. Mais du coup, on a aussi, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'accessibilité numérique et j'ai co-rédigé fortement la version 3 du RGA, donc je connais bien le sujet. Et je sais aussi que parfois, du côté des administrations, mais aujourd'hui c'est plus seulement les administrations, avec la nouvelle loi, ça élargit le champ. La nouvelle loi parue donc hier, je rappelle. Au journal officiel hier, voilà. Oui, tout à fait, voté le 30 juillet. C'est aussi le privé qui va être de plus en plus impacté. Et là, on a à la fois des risques, donc le risque qui est vu comme un risque juridique, un risque d'amende pour le secteur public, les entreprises dotées d'une délégation de service public, les associations à but non lucratif qui ont une mission d'intérêt général et qui apportent des services au public, et les grandes entreprises qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires qui sera défini par décret. Donc tout cela, ils peuvent voir ça comme un risque juridique avant tout, avec des amendes, et ça va être incitatif. Mais c'est aussi une opportunité à la fois pour les écoles, qui ont aussi une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, si c'est massivement inaccessible, c'est que les gens ne sont pas au courant et pas formés. Donc du coup, dans la plupart des centres de formation, il n'y a pas de module à l'accessibilité où les formateurs eux-mêmes ne sont pas formés. Petit clin d'œil. Mais du coup, forcément, les gens ne codent pas, ils ne sont même pas sensibilisés au sujet. Et puis, pour les entreprises de services numériques et les entreprises du numérique libre,
elles ont aussi, elles proposent, c'est elles qui, la plupart du temps, les gens externalisent, les organisations touchées par la loi externalisent à des entreprises, et donc pour gagner les marchés à l'avenir, elles vont sans doute exiger beaucoup plus fortement, s'il y a le risque d'amende, que ce soit codé en prenant en compte l'accessibilité, et du coup, si elles ne savent pas faire, voilà. Donc c'est vraiment une opportunité de marché pour les TPE, PME du numérique, pour les centres de formation aussi, pour se démarquer, et puis c'est un risque effectivement juridique, mais c'est au-delà de ça... l'opportunité de revoir ces modes de fonctionnement, ça impacte fortement l'accessibilité numérique. Techniquement, c'est simple. C'est vraiment pas très compliqué. Il y a des cas... Ceux qui codent, bien sûr, c'est pas très compliqué. Même pour ceux qui codent pas, parce qu'ils n'ont pas à savoir coder. Ceux qui codent pas, ils doivent savoir utiliser leurs outils, donc il faut qu'ils apprennent, mais on leur demande pas d'apprendre des choses techniques. Donc tout le monde a des choses à prendre en compte. Sur les formations en marketing digital, par exemple, qu'on fait, on leur demande de penser à le mettre dans le cahier des charges, de vérifier certaines choses, mais c'est tout ce qu'ils ont à faire à leur niveau, donc ça ne les impacte pas énormément. Voilà, donc en fait, si une entreprise, puisque maintenant le privé doit aussi l'appliquer, si une entreprise veut finalement quelques renseignements complémentaires, le mieux, c'est qu'il l'appelle Coena, et puis vous pouvez les guider finalement. Ouais. Donc voilà, pour respecter le principe des 4 réglementations du RGA. On va tout de suite passer la parole à Sophie Crespi qui est impatiente pour vous poser une question. J'ai une question en écoutant attentivement ce qui est dit. Alors, on forme, CESI forme des web concepteurs, des web designers, donc je m'empresse en rentrant vérifier dans les cahiers des charges ce qu'il en est. Mais au-delà de ça, est-ce que votre association... Alors, il y a la loi, les effets de la loi, et puis effectivement les applications. Est-ce que votre association... nous, on est une société. Ah, pardon. Est-ce que vous avez réfléchi, du coup, à développer un label que vous pourriez accorder à des écoles qui ont leur attention qui vont se spécialiser sur ces sujets, ou en tout cas être très attentives à ces questions? Alors, parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive tout à fait. Alors nous, c'est plus une certification en fait qu'on propose, et y compris avec un module à distance en vidéo, et qui a été fait à la demande des écoles avec lesquelles on travaille et qui ont envie justement de pouvoir valoriser le fait qu'elles l'ont pris en compte et qui font passer la certification à leurs apprenants. Voilà, donc ça permet justement de ne pas aller n'importe où et d'être sûr de sa formation. Merci beaucoup Harmonie Altinier de nous avoir expliqué donc ce qu'est le RGAA, que ce soit pour les administrations ou pour les entreprises. Alors aujourd'hui c'est vendredi, je vous ai promis une nouvelle rubrique, comme maintenant tous les vendredis, c'est une nouvelle rubrique sur l'Europe. Je vous avais proposé tout à l'heure l'interview en introduction de Didier Lebret. Malheureusement, la technique, ça ne monte pas en machine. Du coup, on va vous proposer à la place l'interview de Jean Guinel, qui est journaliste au Point, et son avis sur l'Europe peut-elle nous protéger carrément. Mais avant, 2 petites infos avant de passer son interview. L'Europe ne veut plus changer d'heure. Bruxelles va proposer la fin du changement d'heure dans l'Union européenne, objet d'une controverse permanente. Mais cet été, la première d'ailleurs enquête de consultation publique s'est déroulée entre le 4 juillet et le 16 août. 4,6 millions de personnes y ont participé et 80% sont favorables à la suppression du changement d'heure. Macron plaide pour une sécurité plus européenne. Le président de la République a annoncé lundi qu'il présenterait dans les prochains mois un projet de renforcement de la sécurité en Europe, estimant qu'elle ne peut plus reposer uniquement sur les États-Unis. Il a rappelé ses autres objectifs pour l'Union européenne, un budget pour la zone euro, une taxation européenne des géants du numérique ou encore une politique commune pour les migrants. Mais pour l'instant, ces grands projets se heurtent au gouvernement populiste et nationaliste de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Italie et au refus des riches pays du Nord de payer pour les autres, et aussi à la concurrence fiscale entre les 28 pays et la crainte d'un afflux de migrants, sans oublier les difficiles négociations du Brexit. Voilà, c'était mon introduction en info avant de donner la parole à Jean Guinel. Bonjour Jean Guinel. Plus fort pour qu'on entende, s'il vous plaît, en studio. On peut en espérer, puisque on ne peut pas dire que ce soit une idée voilà, là on a 14 minutes d'interview. Qui rencontre un succès considérable, c'est-à-dire que soit vous voulez partir, comme vous voulez. Elle a une existence formelle, le cadre existe pour qu'elle fonctionne, et force est de constater qu'elle fonctionne par à-coups, qu'elle peut fonctionner bien brièvement et tomber dans une espèce de torpeur les années suivantes. Et donc,
On a une actualité, je voudrais me concentrer sur l'aspect actuel et très immédiat des initiatives qui sont prises pour favoriser cette défense qui reste quelque chose en devenir. Et de ce point de vue, on a une initiative française qui s'appelle l'Initiative européenne d'intervention, qui est le grand projet du président Macron pour la défense européenne. Alors, on ne peut certainement pas reprocher à un chef d'État français de prendre une initiative en ce sens. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera dans l'avenir. On ne peut pas constater un enthousiasme débordant de la part des partenaires européens. Mais je voudrais quand même faire un petit point là-dessus. Donc, l'initiative européenne d'intervention qui a été présentée à l'automne dernier, ça prévoit que les pays volontaires pour y participer soient en mesure ensemble de préparer une anticipation stratégique, c'est-à-dire d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Pour ça, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière les mots. Ça veut dire une capacité d'analyse et de réflexion qui repose pour une part importante sur des moyens de renseignement autonomes de l'Europe. Il faut aussi, dans cette initiative européenne d'intervention, être capable de préparer des scénarios d'intervention pour voir dans quelle mesure les outils de défense dont dispose l'Europe pourraient être en capacité d'intervenir. Troisième élément, le retour d'expérience, l'analyse des expériences passées, et enfin l'appui aux opérations, c'est-à-dire la capacité à soutenir une opération décidée en commun, ou pas d'ailleurs. Ce qu'il faut voir avec ce projet, ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, c'est comment la France et l'Allemagne s'y consacrent, ils consacrent une énergie et ont la capacité de convaincre. Ça reposait beaucoup sur une idée franco-allemande, mais on voit que la chancelière allemande est entrée aujourd'hui dans ce qu'on appelle la grosse coalition, la grande coalition, et que le SPD lui impose des règles. On verra dans les jours qui viennent plus précisément, mais il y a eu des accords, et les accords sur les demandes, les exigences du SPD ne vont pas dans le sens d'une capacité militaire européenne allemande renforcée. On verra le détail plus tard. L'autre point qui, moi, personnellement, comme observateur, me semble important, c'est que lorsque la France, qui va avoir rapidement le plus important budget militaire européen et qui va prendre qui va déployer une capacité militaire au sein de l'Union européenne qui va être unique, puisque les Anglais vont s'en retirer, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas intervenir sur la base du coup par coup, mais en tout cas ce ne sera pas à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ce que je vois moi comme problème, c'est que ce qui s'est passé, je prends deux exemples qui se sont passés dans les années récentes. Un, l'opération Sangaris en Centrafrique. Deux, l'opération Serval dans le Sahel qui s'est transformée en opération Barkhane. Les Français ont décidé d'intervenir seuls. Ils ont décidé d'y mettre les moyens qui convenaient seuls. Et ensuite, ils ont demandé aux Européens, quand ils avaient pris les décisions et même qu'ils avaient commencé à intervenir, puisque ce sont des interventions qui se sont décidées rapidement, ils ont demandé aux Européens de les soutenir, de leur fournir des moyens humains et matériels. Ça a été quasiment impossible à obtenir, c'est venu au compte-gouttes et c'est venu très tard. Et la principale critique des Européens consistait à dire vous êtes bien gentils, vous les Français, vous partez à la guerre, vous ne nous demandez rien, et quand vous êtes partis, que vous avez monté l'opération tout seul, que vous la commandez, que vous la menez à votre guise, vous nous demandez de vous aider. C'est pas comme ça que fonctionne une coopération. Donc c'est sûrement un point sur lequel il faudra avoir des précisions, puisque les Français vont avoir du mal à changer d'attitude, alors qu'ils vont avoir le plus gros budget de défense européen, les plus grosses capacités d'intervention extérieure, et surtout la volonté politique de le faire, chose que par exemple les Allemands n'ont pas. Résultat, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au bout de 5 ans, sur l'opération Barkhane, qui est engagée depuis 5 ans,
On voit que les Britanniques fournissent 2 gros hélicoptères, que les Belges en fournissent 2 autres, que les Allemands ont fourni des moyens, les Néerlandais aussi, que l'Union européenne a lancé des formations militaires pour divers pays dans la région et surtout pour le Mali. Mais on voit bien que ça fonctionne pas, ça grippe, c'est pas harmonieux et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça ira mieux dans l'avenir grâce à l'intervention à l'initiative du président Macron? Nous verrons bien. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que le 13 novembre dernier, il y a eu 25 États européens sur 28 qui ont signé une lettre d'intention pour participer à la coopération structurée permanente, ce qui s'appelle la coopération structurée permanente, pour développer des projets en faveur de la défense européenne. On voit que ça laboure, ça rame. Est-ce que ça va déboucher? On ne sait pas. Je vais vous donner 3 exemples, ou 4, ou 5, qui montrent à quel point ça va être difficile. La Suède signe la lettre d'intention sur cette volonté de développer des capacités européennes de défense. La Suède, il se trouve que la Suède se dote actuellement d'une très grosse capacité anti-aérienne et anti-missile parce qu'elle estime qu'il y a des velléités agressives de la part de la Russie. Contexte géostratégique, qui est son analyse, c'est son affaire souveraine, voilà. Donc elle décide d'acheter pour des sommes considérables, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 20 milliards d'euros, ou un peu moins, le chiffre en tête, n'y faites pas attention, mais ça se vérifie facilement, des capacités anti-missiles et anti-aériennes très importantes. Elle sollicite des industriels, et d'abord, elle sollicite un industriel européen qui est MBDA, qui fournit un missile qui répond parfaitement à cette mission, qui s'appelle le SAMP-T. C'est un peu technique, mais voilà. Et puis elle sollicite des Américains pour le missile Patriot. Eh bien, quelques jours après avoir signé la lettre d'intention sur la défense européenne, elle achète les missiles américains. Alors que c'était l'un des plus gros marchés qui aurait permis de développer, de renforcer une capacité européenne industrielle de défense tout à fait significative. Autre exemple, la Pologne. La Pologne signe son entrée dans l'Union européenne, demande des prêts pour ses équipements militaires, et avec l'argent qu'elle obtient pour prix de son entrée dans la communauté et pour prix de sa solidarité avec l'Union européenne, elle commence par renoncer à acheter des avions de combat européens, en l'occurrence des avions français, des Mirage 2000, et elle achète des F-16 américains. Quelques années après, beaucoup plus récemment, le Eurocopter obtient un très gros marché d'hélicoptères pour les forces de manœuvre polonaises, et le gouvernement change, il annule le contrat et il prend des hélicoptères américains. Et il y a eu aussi des problèmes sur les missiles. Et je voudrais enfin, juste, c'est des exemples parmi d'autres, je voudrais enfin souligner l'affaire du F-35. Vous avez plusieurs pays européens, et non des moindres, parce que c'est eux qui ont des grosses capacités de financement, qui sont le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et peut-être bientôt la Belgique, qui doivent se rééquiper en avions de combat modernes, et qui ont donc sur le marché plusieurs modèles européens, notamment le Rafale et notamment l'Eurofighter, et qui décident d'acheter le F-35 américain, le grand concurrent de ces avions-là. Pourquoi? Parce que c'est des pays... On n'achète pas des armes quand on achète des cacahuètes, on achète des armes parce que on veut souligner une solidarité stratégique, on veut souligner un accord sur les principes de défense, et on achète aussi la solidarité d'un État qui vous fournit des armements. Eh bien, tous ces pays-là, de toute évidence, font la preuve, par leur choix politique, font la preuve qu'ils accordent plus d'importance et qu'ils font plus confiance à une solidarité stratégique avec les États-Unis plutôt qu'à une solidarité stratégique avec les autres pays européens ou avec l'Union européenne. Ce sont des faits, ça. Est-ce qu'il va être possible de renverser cette vapeur-là? Eh bien, ça dure depuis des décennies, ça dure depuis les avions qu'il faut remplacer en Europe. Il y en a, je crois qu'il y en a 400, c'est quand même pas rien. Il s'agit de remplacer des avions F-16 américains qui avaient été achetés dans les années 70. Eh bien,
On voit bien que depuis 30 ans ou 40 ans, la situation n'a pas changé. Dans les années 70, il y avait aussi des capacités européennes d'avions de convoi qu'il aurait été possible d'acquérir. Eh bien, les choix avaient déjà été faits d'acheter des avions américains. Donc, ça ne change pas. Est-ce que le président Macron, on voit son énergie, on voit l'engouement qu'il suscite partout en Europe, est-ce qu'avec son énergie, ses capacités, l'affichage de la volonté française en matière de défense, est-ce qu'il va être capable de remplacer ça? Eh bien, nous le verrons dans les mois et dans les années qui viennent. Pour ne pas donner l'impression d'être pessimiste, je voudrais souligner quand même qu'il y a de vrais programmes et de vrais projets en Europe qui associent les différentes capacités des différents pays. Je voudrais signer par exemple l'hélicoptère Tigre, l'hélicoptère NH90, les frégates. Beaucoup de programmes comme ça fonctionnent avec des capacités européennes, mais c'est jamais très simple. On a l'exemple avec l'avion Airbus A400M, dans lequel les différents clients européens ont imposé des normes nationales qu'ils ont voulu. C'est l'un des problèmes les récurrents des grands programmes en coopération. Chacun veut bien coopérer avec les autres à condition que le projet soit exactement celui qu'il aurait fait tout seul. Donc l'A400M est une accumulation d'exigences des différents pays. C'est ce qu'on appelle communément une usine à gaz, et c'est pour ça que ça marche extrêmement mal. Cet avion est trop compliqué pour fonctionner bien, et il est dans les plus grandes difficultés à cause de ça. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a des projets qui fonctionnent. Un projet qui fonctionne bien, c'est en matière de renseignement spatial entre la France et l'Allemagne, ça marche très très bien. Et pour la première fois, les Allemands vont participer à un projet français, techniquement français, en le finançant partiellement. C'est le projet MUSIS, d'observation de la Terre dans le spectre visible. C'est-à-dire les Français ont la capacité, se sont concentrés sur la capacité technique d'observer la Terre depuis l'espace dans le spectre visible, c'est-à-dire dans la lumière naturelle et puis dans l'infrarouge proche, quand les Allemands se sont spécialisés dans le segment radar, c'est-à-dire ils ont une constellation de satellites radar, et chaque pays fournit à l'autre les images qu'il obtient. Donc ça, c'est une coopération très intelligente qui fonctionne bien et depuis longtemps. On a des projets, trois gros projets qui sont en cours de discussion en ce moment. Il y a le successeur de Charles Leclerc, essentiellement entre la France et l'Allemagne. Il y a un avion de patrouille maritime pour succéder à l'Atlantique, aussi entre la France et l'Allemagne. Et là, est-ce que ce sera un avion piloté, est-ce que ce sera un drone? Le chantier est ouvert. Et puis il y a aussi un gros chantier sur un drone mâle, donc moyenne altitude de grande endurance, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors celui-là, s'il vole un jour, ce sera 30 ou 40 ans après les modèles israéliens et américains, mais ce sera peut-être possible que ça fonctionne. Voilà, j'ai brossé en quelques mots la manière dont personnellement je vois les choses. Donc je suis un Européen tout à fait convaincu. Et pour reprendre la formule du président Reagan quand il parlait des Russes, c'est trust but verify, c'est-à-dire j'ai confiance, mais j'ai envie d'avoir des preuves, quoi. Merci Jean Guinel. Voilà, c'était donc l'avis de Jean Guinel, journaliste au Point, dans le cadre des entretiens européens d'Anguin qui se sont déroulés au printemps. Donc son avis sur l'Europe nous protège-t-elle? Et donc ça ne sera, donc, comme vous l'avez compris, pas si facile que ça. En tout cas, on vous souhaite un très beau week-end au bar de l'économie. Toute l'équipe vous souhaite un beau week-end. On vous retrouve sur IDFM dès lundi prochain. Et puis, je vous embrasse tous. Au revoir et portez-vous bien.